d'un outil, ils considèrent le net comme un outil de propagation de leurs idées. Et il faut faire très attention. Lorsque l'on perd ou lorsque l'on ne mène pas la bataille des idées, la bataille des mots et des représentations, il est sûr qu'on court à la défaite. Et dans le climat actuel qui règne en Europe, il faut que les humanistes reprennent l'offensive et montrent que finalement, ces gens qui s'expriment avec beaucoup de haine sans aucune retenue sont minoritaires dans notre pays. Et que ce qui est majoritaire, c'est le désir de vivre ensemble. C'est le désir de la concorde. C'est le désir de la fraternité. C'est cela que nous devons démontrer, que nous sommes, oui, rassemblés autour de ces valeurs de fraternité et que, eh bien, la haine, la xénophobie n'ont aucune place parmi nous. Mais est-ce que, monsieur le directeur, c'était pour la première fois que Français d'Asile soit attaqué de la sorte? Non, c'est pas la première fois, mais peu importe, c'était une fois de trop. Alors, monsieur le directeur, la France et l'immigration aujourd'hui, quel constat faites-vous de cette situation? Écoutez, il y a autour des questions d'immigration beaucoup de stratégies politiciennes. Je ne suis pas sûr que le phénomène de l'immigration, qui est un phénomène complexe, bien que limité dans le monde, je rappelle que 97% de la population mondiale aspire à rester chez elle, et que seuls 3% de la population mondiale, c'est-à-dire 200 millions de personnes, franchissent une frontière de manière durable. Donc je dis cela parce qu'il me paraît nécessaire, là aussi, de lutter contre les mauvaises représentations. Les gens ont souvent, en Europe, l'impression qu'il y a une vague migratoire, une déferlante migratoire très importante. Il n'en est rien. Ce phénomène est tout à fait mesuré, limité. Il n'empêche que parfois il peut poser un certain nombre de difficultés. Parce que l'accueil a été insuffisamment pensé, parce qu'un certain nombre de migrants, en raison de déficit de politique d'accueil, vont s'installer dans les mêmes zones qui sont parfois des zones déjà défavorisées. Il peut y avoir un certain nombre de difficultés liées à l'emploi, liées au logement, liées à la formation de ghettos. Mais nous devons aborder cela avec beaucoup de sérénité. Nous devons réfléchir à la meilleure façon de permettre des circulations entre des espaces régionaux tout à fait repérés. Nous devons faire en sorte que la question de l'asile soit protégée des autres questions migratoires. Mais, monsieur le directeur, c'est pas que vous pouvez vous parler de l'asile. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un taux élevé de rejet de demandeurs d'asile. Est-ce que le droit d'asile n'est pas menacé en France? Écoutez, je crois qu'il n'est pas nécessaire de crier à tout moment au loup. Parce que, évidemment, au bout d'un moment, quand le loup est vraiment là, on n'y croit plus. Donc, l'OFPRA a une politique extrêmement malthusienne, extrêmement restrictive, en première instance. Je vous rappelle qu'il y a
dans ce pays aussi une instance d'appel qui s'appelle la Cour nationale du droit d'asile. Et que les taux de reconnaissance en Europe, en France, par rapport à l'Europe, nous situent dans une moyenne. Mais la véritable question, elle n'est pas là. Elle est de savoir si aujourd'hui, des demandeurs d'asile potentiels peuvent accéder à la procédure. Est-ce qu'ils ont accès aux préfectures? Est-ce qu'ils ont accès à un hébergement digne? C'est cela le vrai sujet. Et du coup, la réflexion que nous devons mener est une réflexion de moyen terme. Comment peut-on faire en sorte que les procédures d'asile soient plus équitables pour demain? Je pense qu'il y a à travailler sur la durée de procédure. Il est anormal, selon moi, que les durées de procédure soient aujourd'hui de près de 2 ans pour aboutir. Je pense qu'il faut réduire de façon drastique ces délais, tout en conservant évidemment un système de droit et de protection pour les demandeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, il faut réfléchir au rôle de l'OFPRA. Il n'est pas normal que dans notre pays, l'instance de recours, année après année, donne plus de statut que l'administration qui est chargée d'appliquer la politique d'asile. Et donc, à mon sens, il faut faire en sorte que l'OFPRA tienne le plus grand compte à l'avenir des jurisprudences dégagées par la Cour nationale du droit d'asile. Voilà 2 pistes de réflexion. Monsieur le directeur, bientôt le présidentiel en France. Est-ce que France Terre d'Asile aura son mot à dire? Mais France Terre d'Asile est une organisation citoyenne et donc elle a son mot à dire, non pas de manière partisane, politicienne, ça n'aurait aucun sens. Mais par contre, nous savons d'où nous venons, quelles sont les valeurs que nous portons. Et donc, en termes de philosophie politique, évidemment, nous serons très attentifs à soutenir toute proposition qui va dans le sens d'un humanisme et de l'universalisme, de la recherche, de la diminution des inégalités, de la promotion de l'égalité, la concorde et du vivre ensemble. Voilà ce que nous allons faire, ce à quoi nous allons veiller dans cette campagne. Ce n'est pas une approche politicienne, partisane, au sens classique du terme, non, c'est une question de philosophie politique et de morale. Monsieur le directeur, peut-être une dernière question. Est-ce que France Terre d'Asile tiendra longtemps? Est-ce que France Terre d'Asile tiendra longtemps à cause du coût élevé aujourd'hui de tout ce qui se passe sur l'immigration? Écoutez, c'est une question un peu brutale. Peut-on imaginer que la France tourne le dos durablement à sa tradition d'asile? Je ne le pense pas. Vous posez une autre question et vous suggérez que les difficultés budgétaires